L'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Et ben, la chaîne de l'original continue de s'étendre de plus en plus. De ce que je vois là, on est déjà à 16 abonnés quand même. Bon, tu vas me dire, ça c'est pas beaucoup. Mais pour déjà en un mois, en un seul mois, je trouve quand même que là, ça s'étend de plus en plus. Donc quand même, j'aimerais bien sûr remercier les abonnés là que je vois. Du coup, Marie-Christine Luneau, One Shot 92i, Mister Review, hein, j'ai vu les commentaires là, qu'il a mis dans les dernières vidéos, Lundra Nasto et Guillaume C. En tout cas, c'est un grand merci de suivre l'original dans sa conquête de devenir le numéro 1 sur YouTube. Bon, peut-être pas le numéro 1 sur YouTube, on va pas aller loin comme ça, mais en tout cas de suivre l'original dans sa conquête à la célébrité sur YouTube. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais un peu m'écarter du sujet, de ce que je fais d'habitude. Du coup, critiquer la WWE, on va encore s'écarter de ce sujet. Et on va faire quelque chose d'autre. J'ai envie de parler des catcheurs qui ont été mal utilisés ou qui ont eu un futur brillant dans le catch, mais qui n'ont pas vraiment abouti à ce qu'on espérait de leur talent, qui n'ont pas eu le temps d'atteindre leur vrai potentiel, par exemple. Ouais, et du coup, j'en ai fait une liste de 6 catcheurs, il y aura un bonus à la fin, qui n'ont pas atteint leur potentiel, en tout cas dans le catch. Pas seulement la WWE, je veux dire dans le catch. En tout cas, il y aura beaucoup de catcheurs qui sont passés par la WWE, mais voilà. Ah ouais, il faudra pas s'attendre à avoir des catcheurs comme Cesaro, ou Zack Ryder, ou Wade Barrett dans la liste, ou même pas Dolph Ziggler peut-être dans la liste. Faudra pas s'attendre à ne pas les voir dans la liste, parce que, en tout cas, ils sont pas au niveau des gens qui sont sur la liste, en tout cas. Donc voilà, des gens qui sont sur la liste que j'ai faite. Donc voilà. Et du coup, on peut commencer la liste avec... Ah ouais, et je vais commencer la liste du coup dans l'ordre chronologique, hein. Et du coup, on va commencer avec le premier catcheur qui est Magnum TA. En gros, pour clarifier, Magnum TA est un catcheur des années 80 qui va du coup travailler à la WCW et qui va être pris sous l'aile de Dusty Rhodes pour être le prochain visage de la compagnie. Du coup, à ce moment-là, c'est Ric Flair qui est champion du monde et normalement, Magnum TA devait l'affronter en pay-per-view pour le championnat du monde en 86. Et ce qui va se passer pour Magnum TA, c'est qu'il aura un accident de voiture où il va se casser la nuque. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va directement mettre fin à sa carrière. Ce qui est arrivé à peu près au pire moment, vu que à ce moment-là, Magnum TA commençait à peine de ressortir d'une feud qu'il a vue avec Nikita Kozlov, si je ne me trompe pas, pour le championnat des États-Unis. Et du coup, à ce moment-là, Magnum TA gagne la feud et il est massivement over. Parce que Magnum TA, c'est pas genre un gars lambda en fait. C'est pas genre un catcheur aléatoire. Genre, tu regardes Magnum TA et tu te dis, c'est vraiment quelqu'un sur qui il faut construire sa compagnie dessus en fait. Parce que c'était vraiment une star. Genre, j'avais regardé le Dark Side of the Ring sur Magnum TA. Et genre, il avait raconté une anecdote où genre une fan, genre, était tombée sur lui. Et genre, c'était littéralement évanoui en voyant, genre, yeux dans les yeux en fait. Genre, c'est pour dire à quel point le gars il avait du star power en fait. Mais bref, malheureusement, il a eu son accident de. Pas de voiture, du coup, de moto. Et ça a mis fin à sa carrière, quoi. Et. Et donc, du coup, si l'accident de moto n'était jamais arrivé, en gros, il aurait gagné le championnat du monde de Ric Flair. Ce qui leur aurait donné directement une exposition majeure dans le monde du catch. Parce que Ric Flair, à ce moment-là, il était quand même considéré comme une légende, quand même. Genre, il avait déjà 37 ans, quoi. Genre c'est l'âge de Gunther, quoi. Et il était déjà plusieurs fois champion du monde et tout ça. Et il allait signer à la WWE, enfin WWF à ce moment-là, genre 3 ans plus tard, je pense. Ou 6 ans plus tard. Bref. Mais du coup, Magnum TA, lui, il avait 27 ans. Ouais. Par contre, il avait 27 ans, ouais. Quand tu vois la photo de Magnum TA avant l'accident, il avait bel et bien 27 ans, quoi. Il avait l'âge d'Austin Theory, quoi. Ouais, bon, on dirait qu'il a genre
35, ou un truc comme ça, bref. Mais bref, il avait genre milieu vingtaine, quoi, à ce moment-là. Et genre, Magnum TS, s'il battait Ric Flair à ce moment-là, ça aurait bien sûr donné euh, toute l'exposition possible pour la WWE de le signer, quoi. Genre, il aurait clairement signé à la WWF, quoi. Et du coup, à partir de ce moment-là, s'il avait signé à la WWF, peut-être qu'il serait devenu over ou à un point, ou peut-être qu'il aurait affronté Hulk Hogan, du coup, et peut-être qu'il aurait essayé de rivaliser avec Hulk Hogan au niveau de la popularité. Peut-être qu'il aurait fait le remplacement d'Ultimate Warrior, peut-être. Peut-être. Après, bon, hein, on connaît Hulk Hogan, quoi, donc... Ah, voilà, quoi. Mais c'est un SI qui est assez intéressant, en fait. Franchement, Magnum TA, il avait tout le potentiel d'être une star énorme dans le catch, quoi. Genre, c'était... Quand tu regardes Magnum TA, c'est vraiment genre la version améliorée de Hulk Hogan. Surtout qu'il n'a pas de Calvas, quoi. Mais, bref. Et voilà, quoi. C'est ça que je me dis que Magnum TA, il y a vraiment de quoi se dire que c'est une opportunité. J'ai pas envie de dire gâchée, vu que genre, il y a personne qui voit, voilà, quoi. Il y a personne qui a su prédire ça, quoi. Donc, ouais, c'est un peu aussi un autre cas de figure, quoi. Genre, d'autres opportunités, ce sera la faute de catcheurs ou d'autres, comme le cas de Magnum TA, du coup, ils ont rien pu faire pour éviter ça, quoi. Donc, les circonstances, quoi. Donc, du coup, le prochain catcheur dont je vais bien envie de traiter, du coup, c'est Brian Pillman. Brian Pillman, du coup, qui est le même cas de figure que Magnum TA, du coup, c'est les circonstances. Vu qu'il est mort, je pense, d'un arrêt du cœur à genre 38 ans, un truc comme ça. Il avait même pas 40, quoi. Et du coup, ce que je trouve comme une opportunité gâchée, franchement, qu'à part les circonstances, une opportunité gâchée, c'est que Brian Pillman n'a jamais vraiment été dans l'attitude era, quoi. Genre, Brian Pillman, le personnage de Brian Pillman, c'est littéralement les fondations de l'attitude era, pour moi, en tout cas. Vu qu'avec Brian Pillman, ce qui s'est passé, en fait, c'est que il était d'abord à la WCW et il a réussi à convaincre Eric Bischoff de faussement se faire virer de la WCW pour aller à la ECW et faire une promo shoot directement sur la WCW. Du coup, ça a marché, du coup. Il a fait une shoot promo à la ECW sur Eric Bischoff, du coup. Et en gros, il est parti borderline en cassant le kayfabe, en cassant le quatrième mur. Genre, ce que tu peux voir là maintenant, il le faisait en 95, 96. Comme ça. Ah, ce que tu vois là maintenant, là, avec les trucs CM Punk, tout ça, là, les promos borderline, comme ça, où il casse le quatrième mur, tu le voyais directement dans les années 90 avec Brian Pillman. Et du coup, Brian Pillman ne va pas retourner à la WCW parce que il va du coup signer à la WWF. Et à ce moment-là, en fait, entre-temps, il a eu un accident de voiture ou du coup un accident de moto comme Magnum TA, du coup, où il va se casser la jambe. Mais du coup, ce sera pas la même chose que Magnum TA, vu que Brian Pillman, il aura quand même toujours de la mobilité, mais ce sera plus la même chose que avant, quoi. Genre, vu que il était dans un style un peu plus high flyer, du coup, mais après l'accident de moto, du coup, qu'il aura eu, ben, ça va ça va directement réduire sa mobilité dans le ring, quoi. Et il va opter pour un style un peu plus brawl, et bref. Le seul truc qu'on retient à peu près de son run à la WWF, c'est bien sûr le segment célèbre aussi Insane, le Pillman Got a Gun, hein, le segment où genre Austin rentre dans la maison de Pillman et Pillman le pointe directement son pistolet directement sur Austin. Et après ça coupe directement la caméra. Bref, ce segment là, c'est un segment qui a été fait en 96 du coup avant l'attitude era. Et tu réalises à quel point c'était abusé ce segment. Vu que ce segment il est tellement abusé que genre Vince McMahon il a dû s'excuser à la table des commentateurs parce que le segment il était beaucoup trop abusé. Et que, genre les networks ils étaient en mode ouais non on peut pas diffuser ça en fait. En tout cas tout ça c'était avant l'attitude era. Donc Brian Pillman est vraiment un précurseur de ce que l'attitude era serait. Parce que ce segment, c'est littéralement des trucs que tu t'aurais pu voir normal comme ça à l'attitude era, genre 2 ans plus tard, quoi. Genre en 98, 99, quoi.
Et genre, en gros, ça montre à quel point Brian Pillman, il était juste trop en avance sur son temps, en fait. Parce que, du coup, Brian Pillman aussi, il était en équipe, du coup, il avait une histoire avec Austin. Genre, vu qu'ils étaient en équipe à la WCW, du coup, je sais plus c'était quoi le nom de l'équipe, genre Flying Bird, genre, genre Varsity Blonde, si je me trompe pas. Ouais, voilà, un truc comme ça. Et ça aurait fait tellement de sens qu'ils sont en feud, du coup, genre, vers les années 98, comme ça, tout ça. Genre, qu'ils rentrent à un moment en feud, genre, pour le championnat de la WWF, genre, dans les années 98. Ça aurait été vraiment banger, je pense. Et je trouve franchement extrêmement dommage vu les circonstances dans lesquelles, vu les circonstances qui ont suivi, du coup, Brian Pillman qui meurt d'un arrêt du cœur dans son hôtel, vu qu'il avait, je pense, un match prévu contre Goldust dans un pay-per-view comme ça, vu qu'il était en feud avec Goldust. Et aussi, du coup, aussi la WWF, ouais, Brian Pillman il était plus vraiment à fond, du coup, à ce moment-là, après son accident, du coup, de moto. Donc, du coup, la WWF utilisait Brian Pillman dans un rôle un peu plus comédique. Donc, du coup, tu vois que Brian Pillman était, voilà, il était beaucoup plus limité. Genre, il n'était pas à 100%, quoi. Mais je pense clairement qu'il aurait pu être à 100% au niveau divertissement et pas vraiment besoin de catcher et faire des masterpieces. Mais bref, la WWF était pas vraiment dans l'idée d'utiliser Brian Pillman en tant que main eventer à ce moment-là. Et du coup, voilà quoi. Je trouve aussi que c'est quand même un talent qui a été gâché, du coup, vu la manière dont il a été utilisé vers la fin de sa carrière, quoi. Mais bref. Et donc, du coup, le catcheur suivant est Test. Test par rapport aux autres catcheurs dont je vais parler dans cette vidéo, je pense pas que c'est le même niveau quand même. Je pense pas que c'est le même niveau. Mais Test, c'est un cas de figure à peu près bizarre quand même, à peu près différent en fait. Parce que genre, je pense que genre c'est un catcheur qui a genre pic, genre à un moment genre très très tôt dans sa carrière. Et genre puis après genre ça a juste été une pente descendante quoi. Genre. C'est pour ça qu'il y a un moment où il fallait capitaliser sur Test et mettre le championnat du monde. Genre, ce moment, c'est Survivor Series 1999. En fait, il y avait tous les éléments qui étaient alignés pour que Test gagne le championnat du monde à ce moment-là. Genre, tout. En fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Big Show a gagné le championnat du monde un peu de manière aléatoire à sa place. Et du coup, il est devenu champion du monde et a eu la feud la plus désastreuse contre Big Boss Man pour le championnat du monde. Du coup, genre, c'était affreux. Genre, je comprends pas pourquoi ils ont mis Big Show champion du monde et ils l'ont fait fuder avec Big Boss Man pour ce championnat. Bref. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que genre, Test, genre, ça aurait fait tellement de sens en fait, genre, s'il avait été à la place de Big Show en fait. Vu que Test, à ce moment-là, il était quand même over. Bon, Big Show, oui aussi, lui aussi, il était over. Hein. Enfin, voilà quoi, je vais pas dire que Big Show c'est un mauvais choix, mais Test à ce moment-là, ça faisait plus de sens dans la storyline, vu que, genre, dans la semaine avant Survivor Series, il avait, genre, battu par tomber Triple H, genre, 2 fois. Ou non, attends, peut-être. Il avait battu par tomber une fois Triple H, et genre, le Raw d'avant, du coup, il avait presque battu Triple H, genre, par tomber. Genre, il y a eu une intervention comme ça, bref. Mais voilà, quoi. Genre, il était positionné comme quelqu'un qui pouvait être champion du monde à n'importe quel moment, quoi. Et genre, d'un coup, en fait, genre, ce qui s'est passé, c'est que, genre, on l'a juste vu dans le show. Il a, genre, rien fait du tout, en fait. Genre, c'est d'ailleurs le même show où, genre, Austin s'est fait, genre, renverser par la voiture. Et plus tard, on a vu que c'est Rikishi. I did it for The Rock. Bref. Austin s'est fait écarter des écrans, genre, pendant 1 an, je pense. En gros, c'est ce show, quoi. Et genre, Test, il était dans le show, là. Il était dans le pay-per-view. Mais il a rien fait, en fait. Il a rien fait dans le show, quoi. Genre. Et Big Show, il avait eu, genre, eu une apparition aussi dans le pay-per-view, genre dans le ring. Genre, il avait détruit. Genre, si je me trompe pas, il avait détruit Big Boss Man, euh, Prince Albert et je sais plus qui d'autre. Bref, il avait détruit genre plein de gens comme ça. Après, il était reparti. Et genre, au final, il revient dans le main event de manière aléatoire. C'est pour ça que j'étais en mode. Pourquoi ils ont choisi Big Show en fait? Genre, ça fait aucun sens. Genre, ça fait aucun sens, quoi. Genre, Big Show, il vient comme ça, il est en feud avec, genre, Big Boss Man. Vu que Big Boss Man, il commence à, genre, faire une Christian Cage là maintenant. Genre, enfin, bon, plus là maintenant. Bref, il faisait une Christian Cage où, genre, en gros, il insultait le père mort du Big Show, quoi. Genre, il faisait littéralement ça, quoi.
Et bref, et genre, tu le mets comme ça dans le main event de manière aléatoire, genre, c'est bizarre, quoi. Genre. Ça, je me suis dit, attends, pourquoi? Genre, attends, est-ce que c'était le plan prévu ou genre, il y a eu un impromis ou un truc comme ça, je sais pas. Bref. Les gars, je me suis dit que, genre, si c'était Test qui avait été mis dans cette position, genre, tout aurait été différent, en fait, vu que, genre, Test par rapport à ça, genre, ce qui s'est passé, c'est que, genre, Triple H, il a littéralement pris sa storyline, vu qu'il s'est tapé Stéphanie, genre, voilà, quoi. Et du coup, ouais, il a volé Stéphanie. Ouais, bon, dans la storyline, il a volé Stéphanie, puis après, voilà. Et, Test est retombé dans la mid-card, quoi. Et après, il s'est cassé la nuque, genre, en 2004, il s'est fait virer, puis après, il est revenu dans son run. Genre, bref, voilà, quoi. Et après, voilà, la mort de Test en 2009, si je ne me trompe pas. Genre, on aurait pu parler de Test d'une manière beaucoup plus différente si, genre, il avait gagné le championnat du monde à Survivor Series, il avait commencé à feud, par exemple, avec Triple H, du coup, pour ce championnat du monde, euh, en 99, du coup, pour le championnat, du coup. Et en plus de ça, si je me trompe pas, genre si Test avait gagné le championnat du monde, je pense qu'il avait 24 ans à ce moment-là. Donc il aurait été le plus jeune champion du monde du titre, quoi. Je pense s'il était comme s'il avait gagné le titre, il serait quand même un peu plus vieux qu'Orton, genre de quelques mois. Donc du coup, il y aurait quand même toujours le champ libre de dire que Orton il est le plus jeune champion du monde, genre 5 ans plus tard, quoi. Donc voilà, quoi. Par contre, tu pourrais plus dire que Brock Lesnar est le plus jeune champion du monde, par exemple. Mais voilà. Et je vais interrompre la vidéo un instant parce que je viens d'apprendre dans les news, en tout cas sur YouTube, que Hulk Hogan est mort d'un arrêt cardiaque, de ce que je vois, à l'âge de 71 ans aujourd'hui, le 24 juillet 2025. Donc, du coup, la personne derrière le catcheur Hulk Hogan, du coup Terry Bollea, c'est une personne qui était assez controversée, qui faisait assez polémique pour les actions et les choses qu'il a pu faire ou dire au cours de sa vie. Mais le catcheur Hulk Hogan est l'un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand catcheur de toute l'histoire du catch. C'est quelque chose qui n'est juste pas niable. Et c'est quelque chose que, malgré le fait que j'aime pas la personne qui était Hulk Hogan, Terry Bollea, est juste un fait. Il a influencé pas plus que le catch, mais même au-delà du catch, en devenant une personnalité mainstream et en produisant des millions et des millions de dollars pour chaque compagnie dans laquelle il a été. Donc, Hulk Hogan, Terry Bollea, que ce soit le catcheur ou l'humain derrière le personnage, il a influencé toute une génération d'Américains, de personnes à travers le monde qui le regardaient dans les années 80, qui le regardaient dans les années 90, qui le regardaient dans les années 2000, qui le regardaient à travers tous les âges. Il a laissé une marque sur chacun de nous. Repose en paix, Hulk Hogan.